Sandrine. Sandrine, attention, il y a une surprise. T'es prêt? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Sandrine. Joyeux anniversaire. Ouais, regarde, attends, elle regarde. Ah, vas-y. 1, 2, 3. Ouais, génial, bravo. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, elle aime bien quand je fais les grenouilles. C'est vrai. Et cette petite Sandrine, elle mange bien? Oui, oui. Et depuis quand vous avez des doutes? Enfin, c'est venu doucement en fait, quelques petits signes. Et puis. Maintenant, on pense qu'à ça. Bon, on va faire quelques tests très simples.
Ben, vous voyez, tout est normal. Bon, pour toute sécurité, on va faire des tests un peu plus approfondis. D'accord? Je pense que la manière dont le dépistage a été organisé actuellement conduit effectivement dans cette logique-là à penser que la surdité est une maladie qui se soigne et qui se guérit. D'ailleurs, ce dépistage se fait au même moment que en maternité, qu'au moment où on dépiste des maladies pour lesquelles un traitement très rapide est important pour l'enfant, par exemple la phénylcétonurie. On sait que c'est une maladie très grave, mais que cette maladie est dépistée dès la naissance, on adapte le traitement de l'enfant et l'enfant va se développer normalement, alors que si on ne le dépiste pas précocement, il va devenir très très lourdement handicapé. Donc il y a un intérêt vital à dépister la phénylcétonurie, par exemple, dès le jour 2 ou 3 de vie. La surdité, c'est d'un autre ordre. Et donc, il n'y a pas d'urgence à la dépister comme ça. Après le dépistage, il y a la confirmation diagnostique de la surdité qui se fait par des tests ORL. Et puis, il y a l'annonce du diagnostic de surdité sûr. Bon. Alors moi, c'est pas mon métier d'annoncer la surdité, mais je sais par ce qui m'est raconté, par toute une série de personnes qui témoignent de cela, que ce qui est dit à ce moment-là, ce n'est jamais votre enfant est sourd. C'est votre enfant a un problème auditif et on va pouvoir l'aider parce que maintenant la médecine a fait de grands progrès et avec l'implant on va l'aider. Et les parents qui sont dans un premier temps extrêmement confiants par rapport aux professionnels médicaux sont très réceptifs par rapport à ce discours-là, qui est le discours qu'ils souhaitent entendre, puisqu'ils ont un enfant, on leur dit qu'il est sourd, et puis le discours médical consiste à dire on va le soigner, la surdité va disparaître. Donc ils sont très réceptifs à ça, ils sont très contents de ça. Et malheureusement, ils partent dans cette logique-là où on dénie complètement la surdité. On fait comme si l'enfant n'était pas sourd, s'il allait un jour ne plus l'être.
Allez, fini. Tu resteras là jusqu'à ce que tu aies terminé. Tu m'entends, Sandrine? Maman n'est pas contente. Allez, fini. Tu termines toute ton assiette. Il se trouve dans notre pays que ceux qui s'occupent précocement de ces questions-là d'annonce, de diagnostic, sont extrêmement orientés, de par leur formation, n'est-ce pas, par une idéalisation du sonore. Et qu'ils ne conçoivent la parole et le langage que sur le seul vecteur sonore. Si bien que, pour eux, la plupart du temps, bien entendu, être atteint de surdité, c'est être véritablement handicapé du langage et de la parole. C'est être quelque part malade, en quelque sorte, de ne pas pouvoir parler. Et bien ceci est bien sûr complètement abusif et tout à fait partial, puisque un petit gamin, un petit enfant est parfaitement à même de prendre parole au travers de la gestuelle et il se construit avec la relation, dans la relation avec son entourage, un certain nombre de réseaux langagiers dès lors qu'on lui en donne la possibilité. Donc, si vous voulez, d'une part, on n'est pas habilité à concevoir que les sourds sont des malades de la parole, pour la bonne et simple raison que la parole n'est pas dépendante du seul vecteur sonore. Vous allez dessiner un parallélépipède rectangle et vous allez écrire le nom de chaque sommet, comme au tableau. Attention, il y a un sommet caché, on va l'appeler H. Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Réfléchissez bien. Quand vous aurez fini de dessiner, vous allez répondre à la première question. Quelle est la forme des faces ? Vous savez qu'il s'agit d'un parallélépipède. Maîtresse, le BA, c'est à combien de carreaux? Ta règle et ton écart te suffisent, Sophie.
Tiens, voilà. Ça va? Ça te fait pas mal? Tu m'entends, Sandrine? L'approche de la surdité de l'enfant vue comme un manque, à partir du diagnostic et de la représentation plutôt en creux et en négatif de ce que peut être la surdité, entraîne forcément l'idée d'un projet, alors ça peut être à l'école, en famille, dans la société, qui soit un projet à encourager la réhabilitation ou le rapprochement de la norme, entendre et parler. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis des siècles, sur lequel certains s'obstinent pour X raisons. Il y a peut-être des motivations très profondes de l'ordre du religieux pendant une période. Il y a des motivations en termes de socialisation. Il y a des motivations proprement pédagogiques en termes de l'écriture est proche et phonologique. La phonologie va être un outil pour l'écriture. Et puis mon enfant sera comme les autres. Il y a quelque chose de l'ordre du regard de la société. Cette dynamique-là qui se met en place, bien entendu, va être offerte aux parents, on va leur offrir en quelque sorte ce traitement par le son, et ils vont souvent, certains vont parvenir à relativiser ceci, mais enfin, souvent certains vont penser très tôt que c'est vers ça qu'il faut aller, et du coup, tout ce qui va être proposé ensuite comme formule intégrative, individuelle, dans des milieux où n'existent pas les langues signées, vont être préférés par les parents. Non pas parce qu'ils ont, comme on dit, choisi, mais souvent parce que, en quelque sorte, la manière dont leur a été présentée la surdité, dont leur a été présentée la parole, dont leur a été présentée la langue des signes, eh bien, d'une certaine manière, ce qu'ils ont retenu, c'est que, en fait, pour parler, il fallait surtout ne pas signer. C'est l'après de l'annonce, on va dire que ça a été plus dur pour moi. Quand j'étais avec ma fille, le seul truc que je lui demandais, c'était pardon. Voilà, la seule chose que je pouvais lui dire, c'était pardon. Pardon qu'elle soit sourde, pardon de lui avoir donné cette malformation. C'était ma seule faute, en fin de compte. Je la voyais comme une faute. On est beaucoup plus entendant qu'autre chose. Donc la parole, c'est l'outil même pour pouvoir arriver dans une activité professionnelle assez intéressante d'une certaine façon. Je pense que plus elle sera dans la parole, plus elle travaillera là-dessus, plus la communication avec les autres personnes, les autres gens ira plus facilement. Je sais pas, après, après c'est une vision des choses. Moi, c'est peut-être le fait aussi, après, on est qu'une femme, son entourage est entendant, donc j'ai pas de, c'est la seule solution au jour d'aujourd'hui.